La WWE n'a jamais hésité à repousser les limites du divertissement. Pendant des décennies, le catch a été l'une des industries les plus hyper masculines de la télévision. Les superstars devaient être durs, invincibles et surtout hétérosexuels. Tout ce qui ne correspondait pas à ce moule était moqué, caché ou transformé en punchline. Il suffit de penser à la façon dont la WWE représentait les personnages homosexuels dans les années 90 et au début des années 2000. Flamboyants, exagérés. Ils étaient toujours la cible des plaisanteries. Mais avec le temps, les choses ont changé. Le public a changé. Et certains des catcheurs que nous pensions connaître ont également changé. Aujourd'hui, la conversation sur la sexualité dans le catch est plus ouverte que jamais. De plus en plus de catcheurs sont à l'aise avec leur identité, qu'il s'agisse de faire leur coming out avec fierté ou de ne pas se soucier de ce que pensent les autres. Certaines stars de la WWE sont confrontées à des rumeurs depuis des années. D'autres ont répondu directement aux spéculations et quelques-unes ont utilisé ces mêmes rumeurs pour se moquer de la foule et des médias, brouillant la frontière entre performance et réalité comme seuls les catcheurs peuvent le faire. Mais une chose est sûre, dans une industrie où chaque geste et chaque mot sont scrutés à la loupe, le fait d'être qualifié de différent peut tout changer. De la façon dont les fans vous voient à la façon dont la compagnie vous considère. Dans cette vidéo, nous nous penchons sur les histoires de vedettes masculines et féminines de la WWE qui ont pris part à la conversation. Darren Young. Avant que le monde ne le connaisse comme le premier catcheur ouvertement gay de la WWE, Darren Young n'était qu'une superstar parmi d'autres qui essayait de se démarquer dans un vestiaire surpeuplé. Il a fait ses débuts en 2010 au sein de The Nexus, une faction rebelle qui a déchiré le roster de la WWE, attaquant des légendes comme John Cena et CM Punk. Avec sa carrure athlétique et son charisme bien trempé, Young semblait destiné à une solide carrière en milieu de tableau. Mais pendant des années, il a caché quelque chose qui aurait pu tout lui coûter. En 2013, cela a changé pour toujours. Alors qu'il marchait dans l'aéroport international de Los Angeles, les journalistes de TMZ ont rattrapé Young et lui ont demandé en toute décontraction s'il pensait qu'un catcheur gay pouvait réussir à la WWE. Souriant, sans hésitation, Young a répondu « Absolument. Regardez-moi, je suis une superstar de la WWE et, pour être honnête avec vous, je suis gay et je suis heureux. » Ce moment a fait la une des journaux du monde entier. La WWE ne s'y attendait pas, les fans non plus, et même les collègues de Young n'en avaient aucune idée. Pour la première fois, une superstar active de la WWE faisait publiquement son coming out, et ce, sans promo scénarisé ni approbation des relations publiques. La WWE a eu le mérite de le soutenir publiquement et immédiatement. Stephanie McMahon a salué son courage, Triple H l'a qualifié d'inspiration, et même John Cena, qui était ironiquement interviewé par TMZ le même jour, a déclaré « C'est génial. Je connais Darren personnellement et je suis fier de lui. » C'est une industrie très difficile et il fait preuve d'un réel courage. Mais derrière les sourires et les déclarations publiques, le parcours de Darren n'a pas été facile. Il a révélé par la suite qu'il était subtilement isolé dans les vestiaires, certains catcheurs évitant même d'aborder le sujet. Sa progression à la télévision s'est arrêtée et alors que la WWE encourageait l'inclusion, la carrière de Young à l'écran s'est lentement effacée. Pourtant, il a refusé de se laisser réduire au silence. En partenariat avec l'organisation LGBTQ+, GLAAD, il est devenu un fervent défenseur de l'égalité dans le sport et le divertissement. Lors d'interviews, il a admis que le poids mental de la dissimulation de son identité pendant si longtemps l'avait presque brisé, mais que son coming out l'avait libéré d'un poids qui pesait sur ses épaules. En 2017, la WWE l'a libéré de son contrat, mettant fin à ses 7 années de carrière. Pourtant, aujourd'hui, Darren Young, de son vrai nom Fred Rosser, continue de lutter, représentant fièrement la communauté LGBTQ+, à la New Japan Pro Wrestling, sous le surnom de Mr. No Days Off. Il n'a peut-être jamais été champion du monde à la WWE, mais Darren Young est entré dans l'histoire avec fierté. John Cena.
Ce type est sans aucun doute l'allié direct qui laisse les fans dans l'expectative. Et quand on pense à John Cena, on pense à l'acharnement, à la loyauté, au respect et peut-être à la fois où il a rejoint OnlyFans. Oui, vous avez bien entendu. En 2024, l'Internet s'est effondré lorsque le 16 fois champion du monde et icône de la WWE a tweeté qu'il avait créé un compte OnlyFans, taquinant les fans avec le message suivant. Comme vous ne m'avez jamais vu auparavant, abonnez-vous en cliquant sur le lien dans la bio. Pendant quelques heures, les fans ont cru que Cena avait pris un tournant inattendu dans sa carrière. Mais il s'est avéré que tout cela faisait partie d'un coup de marketing génial pour sa prochaine comédie Ricky Stanicky aux côtés de Zac Efron et Jermaine Fowler. Le principe du film, Cena incarne un personnage flamboyant qui prétend être le faux ami de quelqu'un pour dissimuler un mensonge, d'où la promotion suggestive d'OnlyFans. Pourtant, tout le monde n'a pas vu l'humour. Certains ont accusé Cena de gay baiting, c'est-à-dire d'utiliser la culture LGBTQ+, pour promouvoir un film. Mais Cena, en bon showman, n'a pas mordu à l'hameçon. Au contraire, il s'est laissé aller à l'amusement, se moquant plus tard des accusations lors d'interviews et rappelant à ses fans que son soutien à la communauté LGBTQ+, a toujours été sincère et non pas performatif. Et il ne mentait pas. Derrière les muscles, les mèmes et les t-shirts colorés, John Cena est depuis longtemps un allié convaincu. Il a parlé ouvertement du fait qu'il a grandi avec un frère aîné gay, Steve Cena, qui a dû faire face à l'homophobie et au rejet lorsqu'il a atteint l'âge adulte. Cena a déclaré à plusieurs reprises que la force de son frère lui avait appris la compassion, la tolérance et l'importance de défendre ce qui est juste. Lors d'une interview sincère, Cena a révélé « Quand nous étions enfants, j'avais l'habitude de me battre pour les droits de l'homme. Quand nous étions enfants, je me battais contre tous ceux qui insultèrent mon frère. C'est mon héros. Il m'a montré ce qu'était la vraie dureté. » Au fil des ans, le plaidoyer de Cena est allé bien au-delà des mots. Il a porté des t-shirts arc-en-ciel « Love has no labels », s'est associé à des associations caritatives LGBTQ+, et a utilisé son immense tribune pour promouvoir l'inclusion. Même dans l'environnement notoirement machiste de la WWE, Cena a conservé sa volonté de défendre la communauté LGBTQ+. Et bien que certains fans aiment se moquer de ses rôles exagérés au cinéma ou de son humour insolent occasionnel, comme le fait d'apparaître presque nu lors de la cérémonie des Oscars 2024 ou de jouer une sirène dans le film Barbie, Cena n'en est pas gêné. En fait, il est marié à sa femme, Shea Shariatzadeh, depuis 2020. Alors non, John Cena n'est pas gay. Mais si nous parlons de catcheurs qui ont fièrement brandi le drapeau de l'acceptation, il est l'un des alliés les plus bruyants que l'industrie ait jamais connus. Paige. Dès que Saraya, mieux connue des fans de la WWE sous le nom de Paige, est apparue sur la scène, il était clair qu'elle était différente. La peau pâle, les cheveux noirs de jais, les yeux perçants, on aurait dit qu'elle sortait d'un concert de rock, pas d'un ring de développement de la WWE. Mais en 2014, lorsqu'elle a battu AJ Lee lors de sa toute première soirée pour devenir championne des divas, Paige n'a pas seulement gagné un titre, elle a déclenché une révolution. Saraya a contribué à ouvrir la voie à l'évolution des femmes, bien avant que cela ne devienne un slogan d'entreprise. Elle était bruyante, rebelle et sans complexe, l'anti-Barbie de la division féminine de la WWE. Mais même en dehors de l'écran, elle était tout aussi audacieuse et ouverte sur son identité. Si les fans se souviennent souvent d'elle pour ses relations tumultueuses avec Brad Maddox, star de la WWE, Xavier Woods et, plus tard, le chanteur de rock Ronnie Radke, peu d'entre eux ont réalisé que l'histoire de Saraya était plus complexe. À l'époque où elle fréquentait la WWE, Saraya n'était pas très connue pour sa bisexualité. Cependant, en 2015, lors d'un épisode de Total Diva, elle a lâché avec désinvolture une bombe qui a pris de nombreux téléspectateurs au dépourvu. Saraya a révélé qu'elle était bisexuelle. La révélation s'est faite naturellement. Il ne s'agissait pas d'une grande annonce de relations publiques, mais d'une conversation honnête avec les autres membres de l'équipe. Paige a admis qu'elle avait déjà eu des relations avec des femmes, ce qui a donné lieu à un flirt un peu maladroit et désormais tristement célèbre de la part de Rosa Mendes. On est au 21e siècle, je viens de le dire. Mes sentiments pour Paige ont totalement évolué, a avoué Rosa plus tard. Maintenant que je sais qu'elle a été avec des femmes, cela vaut la peine d'être exploré, c'est sûr. Mais au-delà du moment de télévision léger, il s'agissait d'un changement culturel important. À l'époque, très peu de stars de la WWE faisaient ouvertement partie
partie de la communauté LGBTQ+, et encore moins de femmes. La décision de Page de parler franchement de sa sexualité dans une émission de télé-réalité grand public a contribué à atténuer les préjugés qui entourent encore la bisexualité dans le sport professionnel. Contrairement à d'autres, l'honnêteté de Saraya n'a pas ralenti sa carrière. Les fans l'ont encore plus aimée pour son honnêteté. Elle incarnait l'esprit punk rock qu'elle prônait, quelqu'un qui ne se souciait pas de ce que le monde pensait, tant qu'elle restait fidèle à elle-même. Après avoir quitté la WWE en 2022 et rejoint l'AEW sous son vrai nom, Saraya a conservé la même énergie. Elle est devenue un symbole d'expression personnelle, tout en continuant à jouer son rôle féroce et imprévisible à l'écran. Car pour Saraya, être différente n'a jamais été une faiblesse. C'était son super pouvoir. Et maintenant qu'elle est célibataire pour la première fois depuis 6 ans, Saraya a l'intention de prendre du temps pour elle. Damian Priest. Si certains catcheurs ont prouvé que l'authenticité et la confiance peuvent redéfinir une carrière, Damian Priest a prouvé que parfois, l'Internet prend cette idée et va beaucoup trop loin. En effet, en 2024, l'univers de la WWE lui a donné l'un des surnoms les plus inattendus de l'histoire du catch, l'Undertaker bisexuel. Soyons clairs, Damian Priest ne s'est jamais identifié publiquement comme bisexuel, mais cela n'a pas empêché les fans de faire de lui l'une des blagues les plus virales de l'histoire du catch sur Twitter. Tout a commencé avec l'ambiance unique de Priest, les pantalons en cuir noir, les chaînes en argent, les vestes en plumes et le maquillage sous les yeux parfaitement bavés. Combiner ce style gothique avec sa voix grave, sa présence stoïque et la confiance qui émane de chacune de ses promos, et soudain, les fans ont commencé à faire des comparaisons avec un certain Deadman du passé de la WWE, mais avec une touche des années 2020. L'Internet l'a couronné l'Undertaker bisexuel, et bientôt, il était partout. Des mèmes Reddit au montage de fans inondant les médias sociaux chaque fois que Priest apparaissait à Réo. Lorsque WrestleZone a interviewé Priest lors du Media Day de WrestleMania, la superstar a enfin abordé la question du surnom. Avec son partenaire du Judgment Day, Finn Balor, assis à ses côtés, Priest a admis en riant qu'il n'avait aucune idée de l'origine de ce surnom. « Rhea m'envoie tous ses surnoms », a-t-il déclaré, faisant référence à sa coéquipière de faction Rhea Ripley. « Je ne sais même pas ce que cela signifie. La plus importante qui réjouit Rhea, c'est le groupe de fans qui m'appelle Baby Girl. Elle trouve ça très drôle. Et honnêtement, Priest a géré cela comme une vraie pro. Plutôt que de se mettre sur la défensive ou de se montrer bizarre, il s'est laissé aller à l'humour et à la culture des mèmes qui entourent de son personnage. Lorsque l'expression Undertaker bisexuel a fait le tour du monde pendant WrestleMania 40, le soir même où il a remporté le championnat du monde des poids lourds, Priest a même partagé une photo de lui assis sur le trône de l'Undertaker avec un sourire complice. C'est ce mélange de charisme sombre, de charme campagnard et d'assurance tranquille qui rend Damian Priest si fascinant. Il est la preuve que le catch évolue, que les fans d'aujourd'hui peuvent célébrer des personnages mystérieux, nerveux ou même un peu queer sans qu'il soit nécessaire de les enfermer dans des étiquettes rigides. Et le meilleur, Priest ne semble pas du tout gêné. En fait, il semble l'adorer. Comme il l'a dit, les fans vont dire ce qu'ils veulent, les fans disent ce qu'ils disent. Je continue à être moi-même. Ainsi, si ce mème a commencé comme une blague, il fait désormais partie de la légende de Damian Priest. Preuve que même dans le plus machiste des sports, un peu d'eyeliner et de confiance en soi peuvent faire de vous le favori des fans. Chris Kanyon. Après la légèreté du surnom de Damian Priest, nous passons à une histoire beaucoup plus sombre et déchirante. Celle de Chris Kanyon. Un homme dont l'héritage reste l'une des histoires les plus tragiques du catch. À la fin des années 90, Chris Kanyon était l'un des catcheurs les plus inventifs de la WCW. Ses qualités athlétiques, sa créativité et ses mouvements novateurs lui ont permis de se démarquer bien avant que l'ère de la haute voltige du catch moderne ne prenne le dessus. Sous son masque de Mortis, puis au sein du Ravens Flock et de la Jersey Triad, les prouesses techniques et la psychologie de Kanyon lui ont valu le respect des fans et de ses pairs. Lorsque la WCW a fermé ses portes et que la WWE a absorbé le roster, l'avenir de Kanyon semblait prometteur. Mais ce rêve s'est rapidement transformé en cauchemar. Après avoir rejoint l'éphémère alliance en 2001, la carrière de Kanyon s'est fortement dégradée. Les blessures s'accumulent, le mettant sur la touche pendant des années, et en 2004, la WWE le libère discrètement de son contrat. C'est à ce moment-là que les choses ont pris une tournure profondément personnelle. Kanyon
qui luttait en privé contre sa sexualité depuis des années, a révélé publiquement son homosexualité peu de temps après sa libération. Dans des interviews, il a laissé entendre que son orientation sexuelle avait joué un rôle dans la décision de la WWE de le licencier, une affirmation qui a suscité la controverse dans le monde du catch. Bien qu'il soit revenu plus tard sur ses propos, les qualifiant de coups de pub, il a fini par admettre qu'il s'était senti aliéné et que l'homophobie était bien présente dans les vestiaires au début des années 2000. L'un des moments les plus choquants a été lorsque la WWE a fait apparaître Kanyon dans SmackDown habillé en Boy George, chantant « Do you really want to hurt me ?» alors qu'il avait fait son coming out publiquement. Le segment s'est terminé avec l'Undertaker qui l'a frappé avec une chaise en acier, un moment que, rétrospectivement, de nombreux fans ont considéré comme cruel et symbolique du ridicule auquel Kanyon a dû faire face. Des années plus tard, en 2024, l'Undertaker a finalement répondu aux rumeurs, niant que l'attaque ait eu quoi que ce soit à voir avec la sexualité de Kanyon. « Je ne savais même pas qu'il était gay », a expliqué le Taker. « Je ne l'ai su que des années plus tard. Je m'en fiche complètement, mais ce sont les gens qui ont créé cette rumeur. Pourtant, le mal était fait. La carrière de Kanyon ne s'est jamais rétablie. Les fans de catch qui scandaient autrefois « Qui mieux que Kanyon ?» Je voyais maintenant un homme rongé par la dépression et le doute. Derrière le charisme et les phrases choc se cachait quelqu'un qui se sentait invisible et indésirable dans une industrie qui n'était pas prête pour lui. En 2010, quelques semaines après avoir menacé de mettre fin à ses jours, Chris Kanyon s'est tragiquement suicidé à l'âge de 40 ans. Sa mort a provoqué une onde de choc dans la communauté du catch et ce n'est qu'à ce moment-là que beaucoup ont commencé à se rendre compte de sa contribution et de la douleur qu'il portait en silence. Chris Jericho a même déclaré « Ray, on a toujours su qu'il était gay. On ne l'a jamais vu avec une fille. Mais tout le monde s'en fichait. Il n'a jamais vraiment fait son coming out. Et puis, il a fini par mettre fin à ses jours. » Tess Miz. Après l'histoire tragique de Chris Kanyon, il est temps de passer à la vitesse supérieure, car le prochain nom sur notre liste prouve que parfois, la controverse ne vient pas de scandales ou de vie secrète, mais d'accidents hilarants en direct à la télévision. Nous parlons de l'homme qui ne bat jamais les allégations d'homosexualité, The Miz, l'une des superstars les plus charismatiques, les plus fortes en gueule et les plus polarisées de la WWE. Connu pour son arrogance hollywoodienne, ses costumes élégants et son air suffisant de « vrai », The Miz s'est construit une carrière en étant le type que les fans aiment détester. Mais il y a eu une nuit où le Miz a accidentellement fait faire une double prise à tout le monde, aux fans, à sa femme Maryse et même à lui-même. Tout s'est passé lors de Monday Night Raw au début de l'année 2010. Le Miz faisait l'une de ses promos arrogantes classiques aux côtés de sa femme Maryse. Dans le cadre de ce segment, il a décidé de l'impressionner ainsi que la foule en montrant son français. Devant un public et des millions de téléspectateurs, The Miz a regardé Maryse et a dit avec assurance « Je suis gay, tu es gay, tu es gay, tu es gay, je suis gay, tu me veux », ce qui signifie « Je suis gay, tu me veux ». La foule n'a pas semblé comprendre immédiatement, mais les fans francophones à la maison l'ont certainement compris et les forums de catch ont également explosé. En quelques minutes, les gens plaisantaient sur le fait que The Miz venait de faire son coming out en direct sur Raw. Bien sûr, ce n'était rien d'autre qu'une hilarante confusion linguistique. Ce qu'il voulait dire était probablement quelque chose de plus proche de « je suis gay » dans le sens de « je suis heureux ». Mais en français, « gay » signifie presque uniquement « gay ». Ce lapsus est devenu un sujet de plaisanterie pour les fans, qui ont été nombreux à dire en plaisantant « le Miz ne battra jamais la France ». Le Miz ne bat jamais les allégations d'homosexualité. Même des années plus tard, les fans continuent d'en parler chaque fois que The Miz fait quelque chose de flamboyant, qu'il s'agisse de son équipement de ring brillant ou de ses entrées hollywoodiennes exagérées. Mais le plus drôle, c'est qu'au lieu de fuir, The Miz s'est appuyé sur l'humour. Son charisme et sa confiance en lui ont toujours permis de rire de lui-même et de transformer chaque situation embarrassante en or du divertissement. Et pour être juste, The Miz a toujours été un fervent défenseur de l'inclusion. Il a travaillé en étroite collaboration avec les fans LGBTQ+, s'est prononcé contre les brimades et a utilisé sa célébrité pour promouvoir l'acceptation. Si le moment « je suis gay, vous voulez de moi » est entré dans l'histoire des mèmes, il a également mis en évidence la raison pour laquelle le Miz est si unique. Il peut se tromper de façon spectaculaire et s'en sortir comme une star. Sonia Deville.
Si Darren Young a ouvert la voie en tant que premier catcheur ouvertement gay de la WWE, Sonya Deville a ouvert la même porte pour les femmes. Féroce, sans complexe et authentique, Sonya est devenue une pionnière dans une industrie qui n'était pas toujours connue pour accepter la différence, et elle l'a fait en étant elle-même dès le premier jour. Avant même de monter sur un ring de la WWE, Sonya Deville, de son vrai nom Daria Berenato, était déjà habituée à se battre, littéralement. Elle était une combattante MMA avant de rejoindre la compagnie, connue pour sa dureté et son attitude. Mais lorsqu'elle a auditionné pour l'émission Tough Enough de la WWE en 2015, une compétition de télé-réalité pour les aspirants catcheurs, elle a pris une décision qui allait définir non seulement sa carrière, mais aussi son rôle dans l'histoire du catch. Lors de son interview à l'écran, on a demandé à Sonya si elle était en couple. Sans hésiter, elle a répondu « Je n'ai pas de femme, mais j'ai une petite amie ». Cette phrase honnête a fait d'elle la première femme ouvertement gay à apparaître dans un programme de la WWE, et ce n'était même pas prévu. Comme elle l'a expliqué plus tard dans une interview accordée à Variety en 2021, elle était terrifiée à l'idée que son honnêteté puisse lui coûter cette opportunité. « Je pensais honnêtement que cela allait nuire à mes chances d'être embauchée », a-t-elle déclaré. C'est dire à quel point j'étais naïve. Je ne m'acceptais pas, donc je ne pensais pas que quelqu'un d'autre allait m'accepter. Mais à sa grande surprise, la WWE ne l'a pas repoussée et l'a embrassée. Sonya a signé un contrat de développement et a rapidement fait parler d'elle à NXT, où son style inspiré du MMA et sa confiance en elle l'ont aidée à se démarquer. Lorsqu'elle a fait ses débuts sur le roster principal en 2017 aux côtés de Mandy Rose dans le cadre d'Absolution, elle s'est instantanément connectée avec les fans qui ont vu quelque chose de rare. Une femme ouvertement gay, réussissant dans le monde hyper masculin et souvent hétéronormatif du catch. Ce qui a rendu le parcours de Sonya encore plus puissant, c'est la façon dont elle s'est appuyée sur son identité sans la laisser la définir entièrement. La WWE n'a jamais fait de sa sexualité une astuce. Sonya elle-même a souligné l'importance de la visibilité pour les jeunes LGBTQ+. La représentation est importante. Si j'avais vu quelqu'un comme moi quand j'étais plus jeune, j'aurais réalisé plus tôt que je pouvais être moi-même et poursuivre mes rêves. Au-delà du ring, Sonya est devenue une fervente défenseuse de l'égalité. Elle a travaillé avec GLAAD, le Trevor Project et diverses initiatives de fierté, brandissant fièrement le drapeau arc-en-ciel sur les plateformes de la WWE, ce qui aurait été inimaginable 10 ans plus tôt. Son parcours n'a pas été sans difficulté. En 2020, elle a survécu à une terrifiante invasion de domicile et à une tentative d'enlèvement par un fan obsédé qui la harcelait en ligne. Même après ce traumatisme, Sonya est revenue plus forte que jamais, continuant à inspirer les autres par sa résilience et son intrépidité. Terry Garvin. S'il est une histoire que la WWE a désespérément tenté d'enterrer, c'est bien celle de Terry Garvin, un cadre de la compagnie autrefois digne de confiance, dont le nom est devenu synonyme de l'un des scandales les plus sombres et les plus troublants du catch. Garvin n'était pas un simple personnage dans les coulisses. À la fin des années 1980, il était un élément clé du bureau de la WWF, travaillant sous les ordres de Vince McMahon en tant qu'agent et road manager. Sur le papier, il aidait à coordonner les spectacles et les matchs, à gérer les déplacements et à aider les jeunes catcheurs à se développer. Mais derrière le rideau, il était connu pour quelque chose de bien plus sinistre, utilisant sa position pour proposer des faveurs sexuelles à de jeunes catcheurs. L'un des récits les plus effrayants est celui de Nick Kiniski, fils de la légende du catch Gene Kiniski, qui, en 1987, était un talent prometteur de la WWF. Kiniski a connu des débuts prometteurs, se produisant même au Madison Square Garden, où des initiés comme Dave Meltzer ont fait l'éloge de son travail et ont déclaré qu'il allait connaître un grand essor. Mais ce coup de pouce s'accompagne d'une condition terrifiante. Selon Kiniski, Garvin l'a approché en coulisses avec une offre qui fait encore frémir le monde du catch. « Allez, Nick, aurait dit Garvin, laisse-moi te sucer. Tu peux lire un Playboy pendant que je le fais. Tu l'auras fait pour le reste de ta vie. » Kiniski a refusé. Il déclara plus tard qu'il se moquait du pouvoir de Garvin, mais qu'il n'allait pas échanger sa dignité contre une place sur la carte. Et c'est ainsi que sa poussée s'est évaporée du jour au lendemain. Malgré les éloges d'agents comme René Goulet, qui lui ont dit que la WWE avait l'intention de l'élever au rang de
vedette, l'élan a disparu. En quelques semaines, Kiniski a réalisé que sa carrière à la WWF était terminée. Dans une interview accordée à Slam Wrestling en 2024, des décennies après les faits, Kiniski est revenu sur cette histoire à la lumière du récent procès pour inconduite sexuelle de Vince McMahon, déclarant que l'affaire McMahon avait rouvert de vieilles blessures et des souvenirs qu'il avait essayé d'oublier. Cette fois-ci, il s'est exprimé en public. « Vous pouvez me battre, mais vous ne pouvez pas m'enlever ma dignité. Quand j'ai démissionné, je me sentais bien dans ma peau. Vous ne pouvez pas me prendre ma fierté. » Il ne s'agissait pas d'une rumeur isolée. Le nom de Terry Garvin avait déjà fait surface dans le tristement célèbre scandale sexuel de la WWF en 1992, où il avait été accusé, avec l'annonceur Mel Phillips et un autre officiel, d'avoir harcelé sexuellement de jeunes membres masculins de l'équipe du ring et des stagiaires. Le scandale a ébranlé la compagnie, entraînant de nombreux licenciements et des enquêtes internes, bien qu'aucune accusation criminelle n'ait jamais été portée. Si Garvin a discrètement disparu de la WWE et de la scène du catch, son histoire reste une tache dans le passé de la compagnie. Elle préfigure la culture toxique qui refera surface plus tard dans des affaires comme celle de Vince McMahon. Garvin est mort en 1998, emportant avec lui de nombreux secrets, mais les catcheurs qu'il a touchés n'ont jamais oublié. Selon vous, quelle sera la prochaine star de la WWE à faire son coming out publiquement? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.